Vous regardez Média 1 TV Afrique, merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui prend à cœur les problématiques liées à la jeunesse. Au sommaire de cette émission, nous allons consacrer la première partie à la problématique liée au langage SMS. Représente-t-il un danger pour l'orthographe? En deuxième partie d'émission, mes invités et moi, nous allons plancher sur la problématique liée à l'influence du langage codé africain sur les langues vivantes ou locales. Et pour en parler aujourd'hui, je reçois Djibril. Djibril, vous êtes sénégalais, chroniqueur littéraire dans une télévision de la place. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est le plaisir de partager. Juste à côté de vous, nous avons Antoine. Antoine, vous êtes doctorant en sociologie. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi. Nous avons Nima. Nima, vous êtes sénégalaise, vous êtes étudiante en master en lettres modernes. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et nous terminons avec Jean-Louis. Jean-Louis, vous êtes professeur de français dans un établissement de la place également. Merci d'être là parmi nous. Merci à vous également. Alors, je le disais, nous allons consacrer la première partie de notre émission à la problématique liée au langage SMS très répandu chez les jeunes de 15 ans à 25 ans dans le monde entier. Ce nouveau mode de communication composé d'abréviations, de phonétisation, de sigles inquiète beaucoup. Alors, Jean-Louis, comment comprendre que ce langage jeune soit aujourd'hui un petit peu à la mode chez nos jeunes frères et petites sœurs? Alors, ce langage jeune, communément appelé SMS, est à la mode aujourd'hui grâce à l'arrivée de nouvelles technologies, notamment le téléphone avec tous ses aspects, l'Internet. Dans l'Internet, vous avez WhatsApp, vous avez Instagram, vous avez le message en tant que tel qu'on envoie via son téléphone simple qui a du crédit. Donc, tout cela contribue à l'arrivée ou à l'influence de SMS dans le monde actuel. Alors, on a fait évidemment un constat aujourd'hui, c'est que Nima, on écrit beaucoup, comme il a dit, sur des nouvelles applications, sur les réseaux sociaux, mais on se rend compte parfois qu'on oublie même l'orthographe d'un mot. Ça vous est déjà arrivé? Oui, on oublie souvent l'orthographe d'un mot parce que pour nous, écrire correctement un mot ou bien une phrase, ça prend beaucoup plus de temps. Or, quand on fait l'abréviation, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus simple. Et pour nous, les jeunes, ça nous permet d'échanger et de nous comprendre sans pour autant avoir à avoir recours à des dictionnaires parfois ou bien à prendre trop de temps pour envoyer le message. Est-ce que ça peut tuer l'orthographe? Ça joue beaucoup sur l'orthographe? Bien sûr que ça joue beaucoup dans la mesure où quand on ne prend plus le temps de regarder si on a fait une faute ou bien si on a bien rédigé une phrase, là ça cause problème. Parce que si on a l'habitude, si on s'habitue à abrévier les mots ou bien les textes, là même quand on aura à rédiger correctement un devoir ou bien une demande, ce sera toujours la même chose parce qu'on n'est plus habitué à écrire correctement un mot ou une phrase. Donc ça devient un problème sérieux pour nous, bien sûr. Alors, Djibril, elle parlait d'un problème sérieux. Pourquoi ce problème sérieux persiste-t-il? Par rapport au problème sérieux qui est le langage SMS, je crois que moi, je souhaiterais qu'on revienne sur les termes de base de cette thématique. C'est-à-dire que le langage, c'est une fonction qui permet de communiquer au moyen d'un système. Et le système, c'est le SMS. Et le SMS n'est pas quelque chose qui est nouveau aujourd'hui. C'est par la révolution technologique. Mais aujourd'hui, les gens utilisent ça de manière démesurée. Donc, l'SMS ne peut pas... L'SMS et le langage, on peut dire en quelque sorte que c'est une approche parallèle. Et l'SMS ne peut pas vraiment impacter négativement sur l'orthographe. Parce que, je m'explique, l'orthographe, il y a un processus de formation de l'étudiant ou de l'élève pour son orthographe. Donc, l'SMS, c'est un moyen de communication entre des gens bien déterminés pour entrer en relation. Et quand ces derniers entrent en relation, on peut dire que la communication qui a été effectuée par le biais de l'SMS est effective. Mais l'orthographe
de la personne ne peut être bonifié que par le biais de la lecture, que par le biais peut-être, on peut dire aussi, des exercices de français. Quoique le SMS même aujourd'hui comporte quelques utilisations de la lexique française. Par exemple, les gens utilisent l'abréviation. C'est quelque chose qui appartient à la langue française. Les gens utilisent le rébus, quelque chose qui appartient à la langue française. Mais c'est à la personne de savoir, je dois me perfectionner en orthographie et que aujourd'hui, pour participer à la formation de ma personne en orthographie, je dois lire. Mes parents doivent me contraindre à écrire des textes pour faciliter et favoriser mon bien-être dans le milieu éducatif. Et aussi pour l'SMS aussi, quoi que l'on puisse dire, aujourd'hui, les jeunes utilisent l'SMS pour en quelque sorte parfois duper les parents. Parce qu'ils savent que les parents ne sont pas conscients de l'utilisation de ce langage. Donc, étant conscient de cela, les enfants utilisent ça pour que les parents ne puissent pas comprendre le message. En quelque sorte, ils codent le message. Et c'est d'où l'importance aussi aux parents de veiller scrupuleusement à l'utilisation de manière modérée des téléphones vis-à-vis des enfants. Oui, mais Djibril, vous avez tout à l'heure parlé évidemment de l'orthographe, le processus d'apprentissage. Mais évidemment, tout ce qu'ils écrivent aujourd'hui de manière abrégée, ils ont une notion en orthographe. Mais est-ce que ce n'est pas un gain-temps, on va le dire, pour réduire le message? Évidemment, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui « Bonjour BJR » ou bien « Comment tu vas » avec un K. Est-ce que ça, c'est pas aussi... C'est là le problème, en fait. Évidemment, les notions d'orthographe, ils les ont. Mais comment expliquer qu'aujourd'hui, on doit écrire comment avec un K? Non, mais ça ne doit pas être incrusté dans le processus scolaire. Il faut que ça soit clair. On ne peut pas parler d'orthographie que la personne est en train d'écrire, peut-être un texte qui utilise des choses inappropriées à un texte professionnel. Un texte professionnel, tu ne peux pas écrire là-bas BGR. Peut-être dans un langage codage entre camarades, tu peux effectuer cela, mais sans autant oublier que dans la normative, que la personne ne doit pas adopter cette abréviation dans ses écritures. Le problème en est que vous parlez de normative, mais dès l'instant qu'on continue à le faire et qu'on s'habitue à le faire, ça devient normal pour nous. Parce que pour nous, entre jeunes, on n'a pas besoin peut-être d'employer des mots, le français classique, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi. Pour nous, la manière le plus simple de nous faire comprendre, c'est ce langage SMS-là. Et vous, tout à l'heure, vous avez parlé de communication. Je suis d'accord avec la communication. C'est une manière pour nous de communiquer entre nous jeunes sans pour autant que nos parents ou bien que nos aînés comprennent ce qu'on écrive. Mais si on s'habitue à l'écrire, c'est sûr que ça va influer sur notre orthographe et même sur notre niveau de français. En parlant de niveau de français, Jean-Louis, avant évidemment de donner la parole à Antoine, vous êtes professeur de français, vous arrivez à déceler justement ça, ces fautes d'orthographe là, dû à l'utilisation un petit peu abusive du langage SMS? Absolument, dans les copies de devoirs et des compositions, nous décelons plusieurs fautes liées à l'orthographe. Et ces fautes, souvent, sont causées par l'habitude que les gens consacrent à l'SMS. Parce que le SMS, à proprement parler, n'est pas un langage. Parce qu'un langage repose sur ce qu'on appelle des conventions. L'orthographe a des conventions régies par ce qu'on a appelé l'académie, comme l'Académie française, mais le SMS n'a pas été conventionnel. Le SMS est un langage que les jeunes utilisent aujourd'hui, mais qui ne repose sur aucune convention. Et par conséquent, les élèves qui sont habitués à ce type de langage codé SMS, comme ils ont l'habitude de le faire, ils le reproduisent dans les copies de devoirs. Parce que, comme on dit, l'habitude est une seconde nature. Et c'est ce qui se passe réellement dans les établissements scolaires. Alors, Antoine, comment les sociologues perçoivent-ils ce phénomène? Nous sommes dans une société qui connaît de profondes mutations avec l'avènement des technologies de l'information et de la communication. Il y a le téléphone, il y a Internet, mais moi, je voudrais plutôt m'appesantir sur deux aspects. D'abord, je voudrais insister sur le fait que le lieu où l'on transmet les différentes règles en rapport avec l'orthographe, c'est-à-dire l'école,
je voudrais d'abord que l'on essaie de voir, est-ce qu'au niveau de l'école, il y a quelque chose qui a changé par rapport, c'est-à-dire au mode de transmission de savoir par rapport à l'orthographe et aussi par rapport au nombre d'heures même qui sont accordées à l'orthographe. Ça, c'est une question que je pose à mon ami enseignant. Et deuxièmement aussi, il ne faudrait pas s'attarder sur le fait que c'est un langage qui n'a pas de normes. Avec le bouleversement que la société a connu à travers les technologies, je crois que c'est un langage qui a des normes. Parce que toutes les personnes qui sont dans ce cercle-là, nous qui sommes jeunes, nous sommes dans ce cercle. Donc quand je communique avec un père, quand je n'utilise pas ce langage-là, mais je ne respecte pas la norme et par conséquent, je suis sanctionné. Je ne suis pas sanctionné d'un point de vue pénal, mais je suis sanctionné d'un point de vue social, à travers le regard et l'opinion que la personne avec qui je communique a sur moi. Nima, vous avez vraiment l'impression que c'est une sorte de manière de rentrer dans la société, une sorte d'appréciation de tout, c'est-à-dire qu'on a besoin de rentrer dans le moule, écrit comme les autres pour faire partie d'une société? Pour les jeunes, oui, mais pour nos pères, là, je le contredis un tout petit peu, parce que nos papas et nos mamans, je dirais, pour ce qui est du langage SMS, ils ne sont pas initiés à cela. Pour nous, c'est des non-initiés. Donc, ils ne peuvent pas décoder le message. Moi qui vous parle, avant, moi aussi, c'était la tendance, puisqu'il fallait écrire peut-être par SMS abrévié pour se faire comprendre. Mais un jour, je me suis rendu compte que cela ne contribuait pas à... C'est vrai que ça me permettrait de mieux me faire comprendre par mes camarades, mais cela ne contribuait pas à mon niveau, à élever mon niveau de français. Maintenant, j'ai commencé à changer de méthode et les autres camarades, ils me comprennent, ceux qui me connaissent. Maintenant, pour certains, c'est un peu archaïque ou bien c'est un peu classique, mais pour moi, c'est ça la norme. Ça aurait dû être comme ça. Écrire correctement et non pas abrévier. Oui, allez-y Antoine. Moi, je voulais juste rebondir sur un aspect. On devrait revenir à la sémantique du mot. Que signifie SMS? Short Message Service. Donc, c'est un message qui est court. Et par conséquent, le fait d'abréger, ça raccourcit plus que le fait d'écrire les mots exhaustivement. C'est-à-dire, on ne peut pas accepter d'utiliser une chose sans pour autant ne pas connaître ou bien ne pas accepter la fonctionnalité de la chose. Oui, mais c'est qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'écrire avec plusieurs caractères, ce qui fait qu'on a largement le temps d'écrire le mot correctement. C'est comme elle disait, si aujourd'hui on se permet d'écrire, je ne sais pas comment tu vas, hein, je vais beaucoup l'utiliser, le comment tu vas, parce que en général, les gens, moi quand je reçois des SMS, le comment tu vas, c'est avec un K. Donc je me dis, on est sur une application WhatsApp où on a évidemment le temps d'écrire même plus de 400 caractères. Comment comprendre qu'une personne arrive à m'écrire comment tu vas avec un K? Moi, je dis que faut pas être dans cette logique d'analyse simpliste. Il faut plutôt aller dans le sens où on écrit un message. Et ce message-là, si on se rend compte que le récepteur pourra le comprendre, ça, je crois que c'est la première chose la plus importante. La deuxième chose, auparavant, les téléphones qui existaient, c'était des téléphones avec un nombre de caractères qui était limité. Et même de nos jours aussi, même les smartphones aussi, quand vous écrivez un message simple, vous écrivez, on vous dit, vous avez droit d'écrire par exemple 200 ou 250 caractères pour un message. Maintenant, si vous dépassez cette norme-là, vous êtes dans un registre de 2 messages à envoyer. Maintenant, d'un point de vue coût, d'un point de vue opportunité et service, là, l'utilisateur ou bien le jeune, il se pose des questions parce que si ce n'est pas d'un point de vue de la rapidité ou bien de l'orthographe, mais sa poche en pâtit. Et donc, par conséquent, pour pouvoir réduire ce coût-là, on est dans une logique d'abréviation parce que, premièrement, on y gagne parce que c'est un langage qui est codé. Deuxièmement, aussi, d'un point de vue coût et opportunité, on y gagne parce que notre poche n'en pâtit pas. Si on se met à dire que de coût et de, comment dis-je encore, et de nombre de caractères,
Là, c'est parce que c'est ancré. Maintenant, pour nous, c'est devenu la norme, en fait. Pour nous, il n'y a plus moyen de sortir de ce langage-là. Maintenant, c'est devenu en quelque sorte une culture pour toutes les jeunes un peu partout dans le monde. C'est comme ça. Hein. On abrévie pour se faire comprendre. Là, on se dit, même quand on écrit correctement, on se dit que non, là, on ne va pas comprendre. C'est parce qu'on a on ne se donne pas les moyens de comprendre ce qu'on écrit et on ne fait pas d'efforts aussi pour changer cela. Oui, allez-y, Djibril. Oui, moi, je voudrais revenir un peu sur l'abréviation. Vous savez qu'en langue française, il est permis d'abrévier par des normes. Le professeur de français est là. Donc, ce dont nous devons faire, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, ce qui affecte l'orthographe des apprenants, c'est qu'au niveau du système éducatif, il n'y a pas d'abord déjà aujourd'hui cette manie de vouloir faire de la dictée. Aujourd'hui, les gens sont en train de délaisser ça. Et ce qui est anormal. Par exemple, aujourd'hui, l'entrée en sixième, quand ils font de la dictée, on écrit et les élèves corrigent la faute. C'est en quelque sorte conduire l'enfant vers le fainéantisme. Donc on doit revoir ça. Et l'abréviation dont nous parlons, nous savons qu'avec la rénovation et aujourd'hui avec des nouveautés que la technologie est en train d'apporter dans nos différentes sociétés, nous savons que les gens s'adonnent de manière démesurée à l'abréviation. Pourquoi pas ne pas voir quelle méthode adopter pour incruster ça dans notre système éducatif, pour apprendre les gens comment abrévier et quelles sont les normes qui régissent l'abréviation. En parlant justement du langage SMS qui est très codifié, est-ce que aujourd'hui, Jean-Louis, vous avez l'impression que ce langage-là est en train de devenir un véritable code linguistique incompréhensible par les non-initiés? Oui. D'abord, il faudrait préciser un certain nombre d'éléments relatifs à cette thématique. Le SMS, en tant que langage utilisé aujourd'hui pour la plupart par des jeunes, est un moyen à l'origine rapide, ludique, qui permet de communiquer avec ses proches ou ses amis. Il ne faut pas confondre des facteurs qui sont à l'origine de la baisse du niveau ou qui menacent l'orthographe de ce qu'on a appelé le SMS. Alors, le SMS, en tant que langage, comme si vous voulez, le SMS aujourd'hui, pour moi, doit plutôt permettre aux jeunes de gagner du temps, par exemple dans des conférences. Pour noter ce que dit le conférencier, le jeune peut se servir de ce langage-là, écrire par exemple bonjour avec, comme vous le dites, BJR, écrire par exemple suis avec SW, comme ils le font, écrire par exemple quoi avec KW. Tout ça doit permettre à l'apprenant ou à ceux qui utilisent, les utilisateurs, de gagner du temps, mais pas plutôt d'en faire un moyen de communication. Et je disais tout à l'heure que le SMS n'est pas un langage. Pourquoi je le disais? Parce qu'un langage a ce qu'on appelle des règles, comme la grammaire. On vous dit par exemple, en grammaire, un adjectif qualificatif qui doit se rapporter à un nom doit se mettre au même genre et au même nombre que le nom auquel il se rapporte. Le verbe que vous conjuguez doit se conjuguer à la première personne. Il faudrait mettre une désinence qui nous permet de savoir que c'est un verbe que vous avez conjugué à la première personne. Dans l'accord du participe passé, on dit il faut accorder le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir avec l'un COD qui est placé avant le verbe. Quand le participe passé est employé seul, on fait l'accord aussi en genre et en nombre. Le participe passé employé avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas. Alors tout ça, c'est ce qu'on appelle des règles. Mais en message, en SMS, vous n'avez pas ces règles-là. C'est pourquoi je dis que le SMS n'est pas une convention. Donc c'est un langage ou une sorte de langage que les gens ont créé et dans lequel chacun se permet d'écrire comme il veut. Parce qu'à côté de celui qui écrit par exemple, suis, je suis. Il y en a qui l'écrivent avec... il y en a qui l'écrivent S8, hein? S8. Mais à côté de celui qui l'écrit avec S8,
tu vois quelqu'un qui l'écrit avec S-U-I, sans le S à la fin. Tu vois aussi celui qui l'écrit avec S-W. J'ai vu toutes ces graphies-là dans les SMS. Donc c'est pourquoi je disais que je pense qu'à l'origine, si on a créé le SMS, c'était plutôt pour aider les gens à gagner du temps au lieu d'en faire un moyen de communication. Parce que tu ne peux pas écrire, par exemple, une lettre adressée à une autorité dans laquelle tu mets tes graphies utilisées en SMS. Ce n'est pas possible. Après, à la longue, ça devient évidemment une sorte d'habitude. Oui, Antoine? Moi, je voudrais rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je dis que le SMS peut être considéré comme un système de langage, c'est-à-dire on peut le considérer comme un cyberlangage, en quelque sorte. Donc, vous pouvez dire qu'auparavant, c'était pour écrire quelque chose très vite. Donc, moi, je dis, en sociologie, il y a ce qu'on appelle la fonction manifeste d'un élément et la fonction latente. Donc, la fonction manifeste du SMS, on peut considérer que c'était une façon de pouvoir écrire des choses de façon rapide et de façon concise. Et la fonction latente, ce sont toutes ces fonctions-là que l'on découvre. Par exemple, le fait de vouloir coder un message, le fait de vouloir communiquer avec telle ou telle personne. Parce qu'en communiquant par SMS, quand je communique avec vous, je me mets à votre rang pour pouvoir savoir la manière de communiquer avec vous. Ça ne sera pas de la même façon. Par exemple, moi, avec mon ex-patron, on communiquait par message. Mais ce n'est pas le même jargon que j'utilisais avec mes amis, en communiquant avec mes amis. Donc, est-ce qu'il ne vous est pas arrivé un moment, justement, en communiquant avec... est-ce que déjà, vous l'avez utilisé, ce langage SMS-là, comme on venait de le dire, le depuis avec D et P8 à la fin, est-ce que vous avez utilisé ce genre de langage? Effectivement, nous sommes sujets à la fois objets de recherche. Justement, mais est-ce que ça ne vous est pas arrivé un moment, pendant que vous échangez avec votre patron, de vous poser la question de savoir est-ce que ce mot, je l'écris correctement parce que vous étiez habitué, justement, peut-être à l'écrire autrement avec un camarade? Effectivement, c'est le risque. C'est le risque qu'on est obligé de courir parce qu'après, on est tellement habitué à faire une pratique qu'en fin de compte, on considère que cette pratique-là, elle doit être vulgarisée, elle doit être utilisée. Après, on ne fait plus de différence entre le destinataire du message. À la longue, on ne fait plus de différence. C'est le risque auquel la plupart des gens, et nous, on ne fait pas exception, c'est le risque auquel on est exposé. Oui, Nima. Lui qui parle tout à l'heure, il dit qu'il n'a pas le même langage, il n'emploie pas le même langage en fonction des personnes. Vous parvenez peut-être à faire la distinction et tel n'est pas le cas pour tout le monde. Pour une jeune de 15 ans par exemple, moi ma petite sœur, quand elle m'envoie un message ou bien qu'elle envoie un message à mon père, c'est à peu près le même message, hein, le même système. Même si elle sait que mon père, il n'aime pas cela, mais elle le fait parce que pour elle, c'est devenu normal, c'est logique, c'est devenu en fait. Normal, c'est devenu logique, c'est devenu une tendance par exemple. Et pour en revenir à l'abréviation dont parlait M. Djibril tout à l'heure, abréviation, c'est vrai, dans les livres de grammaire, on abrévie. Dans les dictionnaires aussi, on abrévie. Mais on abrévie, par exemple, sur des mots qu'on a déjà, par exemple, adjectif, on a déjà écrit et on a déjà expliqué. Maintenant, pour ne pas être là à faire de la répétition tout le temps, on préférait abrévier. Mais là, quand même, vous savez que quand vous voyez adjectif, en amont, ils ont déjà expliqué que c'est ça et ça s'écrit comme ça. Mais là, pour ce qui est de l'abréviation, quand on s'y habitue maintenant, là, ça devient... Oui, allez-y, Djibril. Ça dit que moi, je veux qu'on comprenne que tout texte est nuisible aujourd'hui. Et les gens doivent faire la différenciation entre le substantiel et l'accessoire. Et savoir que ce processus d'écriture de l'SMS a un moment où il n'est pas du tout dans les mesures d'être employé. Par exemple, dans un discours professionnel, ou dans une lettre adressée à une autorité ou à une personne habilitée à gérer vos actions personnelles, vous ne devez pas adopter le SMS parce que ce n'est pas quelque chose qui est approprié au domaine professionnel. Peut-être il peut servir de moyen de communication entre amis, le faire pour vous faire comprendre ou pour duper quelqu'un. Mais habituellement,
Aujourd'hui, ce qui peut affecter négativement l'orthographe, on sait que c'est tout un processus. C'est du préscolaire en passant par l'élémentaire jusqu'au niveau universitaire. Aujourd'hui, les gens peuvent parler d'SMS, mais il y a quelque chose qui nuit plus l'orthographe, même des étudiants. C'est-à-dire que les gens ne lisent plus. Et aujourd'hui, on a une foison de discipline dans notre système éducatif, qui parfois est une entrave pour faciliter à améliorer l'orthographe de ces apprenants. Alors, Jean, oui, allez-y. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la menace de l'orthographe est due par des facteurs, dont même le SMS. Parce que le SMS n'est pas le seul facteur. Hein. Je prends un exemple parmi tant d'autres. Le SMS, auquel sont habitués les enfants, pour la plupart, de l'élémentaire et même du moyen secondaire, c'est ce SMS-là qui contribue, d'une part, à affaiblir le niveau en orthographe. Parce que comme je disais tantôt, quand vous êtes habitué, surtout pour les enfants de 5 à 10 ans, ils sont tout le temps habitués à une certaine graphie. Au moment de l'écriture, ou au moment de faire un devoir, ou bien une quelconque composition, mais ces enfants-là, l'esprit étant fragile, mais tout de suite, ils reproduisent ce qu'ils ont l'habitude d'écrire dans les SMS. Mais nous savons tous que la faiblesse du niveau aujourd'hui, en général en français, et en particulier en orthographe, est due par plusieurs facteurs. Donc, on va tout de suite marquer une pause avant évidemment de nous retrouver en deuxième partie d'émission. Nous vous retrouverons dans quelques minutes pour décortiquer la deuxième thématique de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. A tout de suite. De retour sur Média TV Afrique pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. Dans cette deuxième partie, nous allons parler de ces langages codés africains, hein, donc du Nouchi en Côte d'Ivoire, en passant par le Tolibangando au Gabon ou encore le Kam franglais au Cameroun. L'Afrique, c'est près de 2000 dialectes, pardon. Donc de nouveaux dialectes, en tout cas, naissent tous les jours et sont très adoptés facilement par les populations et même par certains dirigeants africains. Alors, Djibril, comment expliquer l'apparition de cette nouvelle vague de langage? Voilà, par rapport à cette vague de langage, déjà, moi je ne suis pas trop contre, pourvu que la langue ait une utilité pour tout processus de développement. Parce qu'on a tendance à dire que pour que le développement soit un processus accessible à tout être humain, il faut qu'il y ait un même niveau de langue. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, un pays comme le Sénégal, si tout le monde ne comprend pas français, alors qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas instruits, qui sont partie intégrante du processus de développement de notre pays. Donc, il nous faut nous approprier d'une langue qui pourra être comprise par tout le monde, qui pourra faciliter le processus de développement. Mais ces langues qui seront éventuellement créées ne doivent pas être jamais source de dissension ou d'ethnonationalisme. Parce qu'en réalité, ces langues nouvellement créées parfois participent à des dissensions entre des langues même vivantes, c'est-à-dire des langues locales ou les langues vivantes. Ce que en quelque sorte qu'on doit prévenir dans le futur pour que ça ne soit pas un impact négatif dans des conflits indéterminables. Alors dans ce cas, Antoine, quelle utilisation doit-on en faire de ces nouvelles langues-là? Bon, moi je pense que ces nouvelles langues-là entrent dans une logique de normes. Parce qu'on dit dans le processus d'une langue, une langue procède par des emprunts et par des rejets. Donc nous sommes dans un processus d'emprunt de nouveaux concepts par rapport à des langues qui étaient déjà là bien établies. Et donc, par conséquent, c'est un système de communication que les individus qui l'utilisent considèrent qu'il est mieux adapté. C'est-à-dire, quand on communique avec quelqu'un, on essaie de voir si ce que l'on communique, si la personne qui doit recevoir ce message-là est plus susceptible de le recevoir avec tel ou tel concept. Donc, le communicant utilise toutes les stratégies nécessaires pour pouvoir faire passer son message. Et je crois que ces nouvelles langues-là qui sont réadaptées, entre guillemets, entrent dans cette ligne de mire-là. Vous voulez rebondir sur un point? Allez-y, Nima. En fait, ces langues-là sont pour la plupart employées ou bien utilisées par les jeunes. Parce que quand on dit, par exemple, call me ou bien envoie-moi un message inbox,
on dit, ou bien en Wolof, on dit Boy Bi Kamantaonda, ce qui veut dire que celui-là, c'est un nouveau venu et tout. Là, déjà, on prend une langue locale et on le mélange. Je ne sais pas si je puis m'exprimer ainsi. On l'associe avec une langue vivante. Et souvent, c'est l'anglais. Or, au Sénégal, notre langue, je crois, vivante, notre langue officielle, ce n'est pas l'anglais, mais c'est plus le français. Et puis, ce nouvel langage codé, on se rend compte que même parfois nos animateurs ou bien nos journalistes aussi l'encouragent. Parce que quand on dit Khalifa Sall, on dit toi tu es un khalafiste, ou bien un autre, je ne sais pas, une autre parti politique, et on essaie de créer. Tout à l'heure, il avait parlé peut-être de néologisme. Là, on a un néologisme. Parce que khalafiste ou wadiste, c'est des mots qui n'existent pas dans le dictionnaire. Mais non, à force de l'employer, à force de l'utiliser, ces mots-là vont s'insérer dans notre langage. Maintenant, nous, jeunes, utilisant ces mêmes langages, ça devient une culture ou bien une nouvelle forme d'identité qui est en train de se créer. En parlant d'autres formes d'identité, Jean-Louis, on va peut-être continuer avec la même question de Nima. En fait, c'est comment ces langages codés africains influent-ils sur les langues vivantes ou locales ? Alors, je vais dire que tout de suite, je rejoins ma sœur Nima dans sa logique, puisque nous savons tous que quand on prend dans une expression un élément d'une langue et un autre d'une autre langue, ça pose problème. Quand vous avez l'expression « timozap », je l'entends souvent chez les jeunes, et comme elle le dit, c'est vrai que ce sont les jeunes qui utilisent ces expressions-là, ces langages codés-là. Donc quand vous dites, vous entendez « tu me zappes après », alors finalement, on a un mélange d'une langue et d'une autre langue, et celui qui le dit et qui fait comprendre ce message à un autre, il peut le comprendre, mais la finalité de tout cela, c'est pour arriver à quelle terminologie, c'est pour arriver à quelle langue. Puisque nous savons que nous ici, comme l'a dit tout à l'heure mon cousin là, Djibril, le français, c'est la langue comme nous avons comme langue, et le français c'est une langue officielle non seulement au Sénégal, mais aussi une langue internationale de travail et de savoir-faire. Alors, tout ce que nous devrons nous exprimer en français, ça doit être fait sur une expression. On doit retrouver deux mots français, mais si on retrouve deux mots dont l'un est français, un autre anglais, je ne sais pas comment on peut appeler ce langage-là, mais il n'est ni français ni anglais. Et ça peut porter même confusion. Vous avez ce type de langage devant des jeunes qui veulent apprendre et qui ne connaissent pas, qui n'ont pas un niveau élevé en français, en anglais, en espagnol ou dans d'autres disciplines. Tout de suite, vous leur dites ça, ils ne se retrouvent plus. Djibril, vous voulez... Moi, je ne vais pas trop négativer le néologisme, quoi. Parce que, imaginez des pays comme le Cameroun, donc il y a plus de nationalités. Donc, rien qu'avec le Cameroun French, donc rien que ça, peut-être l'anglais s'y verra dedans, hein? L'espagnol s'y va s'y voir dedans. Donc, tout ça, peut-être ça pourra être une forte dose d'humanisme. Mais ce dont nous devons éviter, j'en reviens toujours, c'est la crispation identitaire, que tout le monde s'y voit, mais de manière professionnelle. Si nous voulons parler langue, développer nos différentes cultures, développer nos différentes identités, il faut que tout le monde s'y retrouve dans la danse, que tout le monde s'y voit comme étant partie intégrante de ce processus. Juste en parlant de processus, Antoine, Djibril a parlé tout à l'heure de l'aspect culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, une langue codée comme le Nouchi, par exemple, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, très utilisée par les jeunes, et qu'aujourd'hui même des autorités, hein, on a vu le chef de l'État qui s'exprime en Nouchi, le ministre, Ahmed Bakayoko, qui est très proche de la jeunesse, qui utilise ce moyen de communication-là pour facilement se rapprocher des jeunes. Est-ce que ce n'est pas aussi une sorte de valorisation culturelle, d'affirmation culturelle aussi pour ces pays-là? Oui, d'une part, parce que dans nos pays, on est plutôt dans une logique d'inclusion. C'est-à-dire, le ministre ivoirien, il sait qu'en s'adressant à la jeunesse ivoirienne, il sait qu'il ne s'adresse pas exclusivement à des Ivoiriens de souche, comme on peut dire. Il s'adresse
à des Ivoiriens de souche et aussi à des Ivoiriens, à des jeunes Ivoiriens qui ont été naturalisés. Donc, dans un processus, pour pouvoir les inclure et que pour que ces gens-là puissent se sentir à l'aise ou bien qu'ils puissent s'identifier à ce ministre-là, donc ce ministre, il est obligé d'adopter un langage qui puisse entrer en ligne droite par rapport à ces cibles. Et je voulais revenir à Jean-Louis. Bon, moi, je dis à mon humble avis, je dis que ces langues-là n'ont suivi que le processus du français. Pourquoi? Parce que le français aussi a procédé d'emprunt par rapport au latin. Et même jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on dit en conclusion? Dans une dissertation française, il est autorisé de dire in fine. Non? In fine, ce n'est pas exclusivement français. Donc pourquoi pas nos langues locales puissent avoir ces rajouts-là, alors que la langue française que l'on dit conventionnelle est même passée par ce processus-là. Mais là, c'est différent. Et aussi, pour en venir au ministre dont vous parlez tout à l'heure, Ahmed Bakayoko, oui, ministre de la Défense. Le Nouchi, c'est en quelque sorte un mélange de français, je crois, avec quelle autre langue? On a le maliké aussi comme langue aussi. Donc, ce n'est pas pour lui une manière, c'est parce qu'il s'adresse à la jeunesse. Il sait que pour se faire comprendre et pour se faire apprécier par la jeunesse, ce serait mieux d'exprimer ou bien de parler la même langue que, ou bien d'utiliser le même langage que. C'est une manière pour lui parce qu'après ça, après ce discours, les jeunes, ils vont s'y retrouver. Ils vont se dire, ah, nous avons un ministre qui communique, dans la même langage que nous. Donc là, automatiquement et rapidement, il peut gagner en quelque sorte la confiance de cette jeunesse-là, pas à 100%. Mais quand on se sent proche de quelqu'un, là on se dit que cette personne-là, il nous comprend. Et maintenant, ils ont opté pour cela. Maintenant, pour ce qui est de tout cela, on voit en Martinique, en Haïti, un peu partout, il y a la créolisation. Oui, mais là, actuellement, au Sénégal, on prend l'anglais. À mon avis, c'est beaucoup plus une manière pour être proche des Américains ou bien de nos stars. Parce que tous les mots que nous employons ou bien que nous rajoutons dans, dans notre langue locale, c'est plus des mots anglais. Il y a des mots français, mais c'est plus des mots anglais. Moi, je suis pour l'ouverture. C'est vrai que c'est une sorte d'ouverture parce qu'on est dans la mondialisation, les cultures se ressemblent, les cultures s'assemblent, mais ce n'est pas aussi une raison pour employer une langue qui nous éloigne un tout petit peu de ce qui nous est propre. Oui, je vais revenir sur ce qu'elle vient de dire, c'est-à-dire la mondialisation. Non, comme l'a si bien dit docteur, on doit maintenant nous départir de la mondialisation et partir vers l'altermondialisation. Pourquoi dire ça? Nous devons imposer nos langues aussi, conventionner nos langues. Parce que c'est important. Je vous ai dit, comme l'a si bien dit, que la langue elle est importante pour tout processus de développement. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans nos différents pays, qui pourtant sont des gens qui veulent investir. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas le français peut-être, c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Alors qu'eux aussi, ils sont partie intégrante du processus de développement de notre quotidien. Donc on ne doit plus être dans cette logique de dire ouverture pour emprunter. Non, mais on doit conventionner nos langues. Faire valoir ça dans les instituts scolaires pour donner de la valeur à notre identité culturelle. C'est justement ce qu'il faut faire. D'accord, en fait. Moi, je suis pour l'acceptation de notre identité culturelle. Mais il ne faut pas oublier que tous les Sénégalais, par exemple, ne s'expriment pas en wolof. Moi, mes parents qui sont au sud, ils ne comprennent pas, pour la plupart, ils ne comprennent pas le wolof. Hein. Donc, ils s'expriment plus dans les autres langues locaux, dans les autres langues locales comme le mandin ou autres. Maintenant, si nous nous exprimons plus en wolof et avec une autre langue, est-ce qu'eux, ils vont s'y retrouver? Ils ne vont pas s'y retrouver. Maintenant, ce qu'il faut faire maintenant, c'est comment faire
pour essayer de faire comprendre à ces gens-là que même en s'exprimant dans une autre langue, on peut se retrouver dans cette langue dite peut-être codée, tout en employant peut-être leur langue qui leur est propre, le manding, et ajouter ça à... Voilà. En parlant du Nouchi, Jean-Louis, et on va prendre l'exemple du Nouchi en Côte d'Ivoire, est-ce que cette langue-là, cette nouvelle langue codée n'est pas un petit peu influencée par nos langues vernaculaires? Évidemment, il y a beaucoup d'emprunts dans nos langues locales, dans le cadre du Nouchi par exemple. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui le Nouchi qui est un petit peu influencé par nos langues locales? Absolument. Puisque ce que je disais tout à l'heure, c'est un mélange. C'est un mélange entre deux langues différentes. J'ai donné l'exemple de l'anglais et du français. Et là, il ne faut pas faire de confusion, c'est pour peut-être rebondir un peu sur ce que disait Antoine, entre le latin et le français. Puisque c'est vrai, je partage totalement ce qu'il avait avancé ici. C'est le latin qui a donné tout de suite naissance au français. Donc le français est issu du latin, en intégralité, peut-être 20% du grec. Mais là, le latin qui a été la mère du français, vous retrouvez aujourd'hui dans la langue française des expressions latines, puisque le latin et le grec ont été considérés comme les langues qui ont civilisé le monde. Et puisque c'est le latin qui a donné naissance au français, évidemment, vous pouvez, quand une langue évolue, c'est le latin qui a évolué au fil des siècles, qui a donné naissance au français. Quand la langue évolue, mais il y a toujours des traces qui vont rester, bien qu'elle change. Donc le latin s'est transformé pour devenir le français, mais il y a eu toujours des expressions savantes qui ont été gardées, comme in fine, comme ad vitam aeternam, comme post, comme je ne sais pas, etc. Donc vous retrouvez toujours les expressions latines les plus savantes dans le jargon français, puisque on est passé du latin au français. Mais là, avec les langues dont nous parlons, est-ce que dans le mélange entre l'anglais et français, on a étudié pour voir si c'est l'anglais qui a donné naissance au français ou si c'est le français qui a donné naissance à l'anglais? Donc c'est deux langues qui ont des racines peut-être différentes. Oui, avant Djibril, avant justement de vous donner la parole, Antoine, est-ce qu'aujourd'hui, quelle appréciation faites-vous de cette transformation du paysage socio-linguistique de certains pays africains? On parlait évidemment de la Côte d'Ivoire avec le Nouchi, on parlait du Gabon avec le Tolibangando. C'est évidemment, c'est des langues codées utilisées par des jeunes qui utilisent beaucoup ces jeunes utilisent beaucoup ces langages-là, et même des adultes aussi. Donc, quelle appréciation faites-vous de cette transformation-là socio-linguistique? Moi, je pense que ces transformations socio-linguistiques ne peuvent être analysées de façon séparée. Ce sont nos sociétés africaines qui sont en profonde mutation. Et par conséquent, les éléments de langage ou bien les langues faisant partie de la société, donc ces langues-là aussi connaissent des mutations. Donc, dans tous les niveaux de la société, en Afrique, on connaît des mutations, d'un point de vue de l'éducation, d'un point de vue de la culture, d'un point de vue de la santé. Donc pourquoi la langue devrait être prise de façon séparée par rapport à ces mutations-là? Donc moi je me dis que nous sommes juste dans un processus tout à fait normal de profonde mutation que nos sociétés connaissent, et par conséquent, le langage faisant partie intégrante d'une société ne peut échapper à ces mutations-là. Donc nous sommes dans un processus tout à fait normal d'un point de vue socio-anthropologique. Alors Nima, en 2014, lors du 15e sommet de la francophonie à Dakar, l'ancienne secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, disait, je cite, « Il faut se servir de cette nouvelle vague de langues africaines pour enseigner le français et d'autres langues vivantes. » Est-ce qu'elle n'est pas en train de reconnaître la puissance justement de cette nouvelle langue-là, de ces nouvelles langues-là? Bien sûr, parce qu'ils savent que le français maintenant est une langue qui a, je ne dirais pas qui a tendance à disparaître. On l'emploie toujours parce que c'est notre langue officielle. Mais on sait que maintenant, pour pouvoir peut-être
mondiale, l'anglais est la langue qui prime le plus. Donc, il faut s'exprimer en anglais, il faut s'habituer à cela. Parce que nous, à l'école primaire, maintenant, on sait que pour faire comprendre aux enfants ce que l'on dit, le mieux serait de nous exprimer en notre langue locale pour faire passer le message. Parce que quand le message ne passe pas, dans l'apprentissage, il y aura toujours des problèmes et on va toujours rencontrer des difficultés parce que les jeunes, ils ne comprennent pas cette langue-là. Djibril, devrons-nous aujourd'hui aller vers une coexistence des langues vivantes et les langues africaines, notamment ces nouvelles langues-là? Ah oui, tantôt je l'ai dit dans le prélude de mes propos, qu'aujourd'hui c'est très normal qu'on fasse aujourd'hui ce mélange normal. Parce que quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, la langue a un rôle éminent et imminent dans le processus de construction d'une communauté. Aujourd'hui, si on incruse d'autres langues vivantes dans les langues locales, c'est parce qu'aujourd'hui les gens ont compris l'utilité de la langue dans le processus de développement de notre communauté. Mais du point de vue sociétal, je voudrais revenir sur aujourd'hui cette immixtion des langues locales ou des langues vivantes. Parce que quoi que l'on puisse dire aujourd'hui, si par exemple on prend une langue d'une communauté et on laisse la langue de l'autre communauté, si ce n'est pas régi sur des normes, ça peut créer des crispations identitaires et ça peut conduire vers des dérives qu'on ne peut pas contrôler. Après, il faut qu'on pense là-dessus, qu'on essaie d'équilibrer le choix des langues pour qu'on ait des sociétés paisibles, conscientes de l'utilité de la langue qui nous sera vulgaire pour une société prospère. Alors, moi, Oui, Jean-Louis, allez-y. Je pense plutôt que dans un pays, on peut avoir 2 langues, 3 langues, 4 langues, etc., plutôt que d'avoir un mélange entre une langue locale et une langue vivante, à l'exemple d'Inouchi. Puisque dans les discussions et dans l'approfondissement des expressions et dans le néologisme, dans la création des mots, on peut arriver à une confusion totale. Puisque quand tu prends un terme d'un côté, de l'autre côté, on forme une expression. Mais cette expression, au fil des siècles, peut se modifier jusqu'à donner naissance à une autre langue, comme on l'a connu avec le cas de plusieurs langues modernes occidentales. Donc moi, je pense que le fait d'avoir le mélange entre 2 langues, 3 langues ou même 4 langues pourrait constituer un danger pour un pays. Parce que on s'est rendu compte que maintenant, on ne peut même plus s'exprimer en une langue locale correctement dans une phrase sans y mettre une autre langue. Donc, c'est un mélange. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne peuvent pas s'exprimer en Wolof, 100% en Wolof, sans y mettre le français. Maintenant, on va sans doute dire, mais celui-là, il s'exprime en Wolof ou il s'exprime en français? Donc là, il y a problème. Antoine, en parlant justement, Djibril parlait de rassembler tout le monde autour d'une langue. On parlait du Nouchi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ou le Tolibangando au Gabon. C'est rassembler tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, il va falloir créer des centres pour apprendre justement cette nouvelle langue-là aux plus jeunes? Oui, effectivement, je suis totalement d'accord avec Djibril. Parce que moi, je pense plutôt que les langues que l'on appelle entre guillemets vivantes, que ce soit le français ou l'anglais, ils sont arrivés à un niveau d'essoufflement en quelque sorte. Moi, c'est l'image que j'ai de ces langues-là. Et par conséquent, nos langues locales sont venues en quelque sorte pour leur donner un nouveau souffle, pour leur insuffler une nouvelle dynamique. Et par conséquent, c'est ça qui fait que on attend l'État sur ces points-là. On attend plutôt nos États et nos institutions sur ces points-là, c'est-à-dire ne pas attendre que la dynamique se déclenche et que cette dynamique-là arrive à un point de non-retour pour pouvoir après s'asseoir et pouvoir y réfléchir. Il faut que nos gouvernants prennent les devants en essayant de voir la dynamique que prennent nos langues locales en rapport avec les langues déjà vivantes, essayer de créer des instituts du langage, pourquoi pas. Rassembler des spécialistes de la langue française, de l'anglais et de nos langues locales, essayer de voir quel mix, quelle mayonnaise on peut essayer de créer à travers cela, parce que après tout aussi, le vivre ensemble aussi, c'est à travers le langage. Et par conséquent, étant donné que l'État est là aussi pour garantir aux citoyens la sécurité, le bien-être
Je crois que c'est l'une des prérogatives d'un gouvernement. Et par conséquent, nos États devraient aussi se pencher sur ces aspects-là. Alors Nima, aujourd'hui il existe des dictionnaires du Nushi, des dictionnaires du Tolibangando pour permettre évidemment à tout le monde de s'approprier un petit peu cette nouvelle langue-là. Est-ce que c'est ce genre de mécanisme qu'il va falloir multiplier pour essayer de vendre nos langues, ces nouvelles langues-là à l'Europe, à l'international par exemple? Bien sûr, parce que c'est aussi une manière pour nous aussi de montrer qu'on a ça, c'est nos langues. Donc, vous pouvez aussi vous l'approprier en quoi faisant, en apprenant ces langues-là, soit par le biais d'un livre ou bien grâce à un livre ou un dictionnaire. Maintenant, il ne faut pas aussi que les gens tombent dans peut-être la simplicité. Parce qu'au Sénégal, il faudrait bien que les gens sachent que oui, c'est le Wolof qui est le plus parlé par la plupart des Sénégalais. Maintenant, il faut qu'on s'assied sur une table pour voir comment faire maintenant pour inclure aussi les autres langues pour ne pas que les autres se sentent exclus par cette nouvelle optique. Jean-Louis, faut-il s'inquiéter aujourd'hui de l'avènement de ces nouvelles, de ces langues africaines codées, ces langues africaines codées, par exemple le Nushi qui n'utilise pas, qui ne respecte pas, on va le dire entre guillemets, les règles de base de la langue de Molière. Le Nushi par exemple, on n'utilise pas d'article. Je veux dire, si on veut dire le pain, ils disent pas le pain, ils disent pain. Est-ce que ça peut pas aussi tuer un petit peu la langue? Mais évidemment. Quand vous avez le mélange du français et d'une autre langue, et dans lequel, c'est-à-dire ce mélange, vous ne respectez pas les normes d'une des langues, ça pose problème. Le français, comme vous le dites, en Nushi, qui disent pain ou bien ballon, etc., sans l'article, vous savez que ça fait ni français, ni une autre langue. Et moi, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que soit on est pour une langue dans laquelle on n'a pas de mélange, soit on arrête et on adopte une seule langue. Les gens, je suis d'accord avec lui quand il parle de mondialisation, quand il parle d'un développement qui peut passer par sa culture, et la culture rime bien avec sa langue, c'est-à-dire que plusieurs pays se sont développés à travers leur langue. Je suis d'accord, mais il ne faut pas faire une confusion à ce niveau. Et la confusion, c'est que on veut promouvoir nos langues, mais on veut y mettre un mélange. On veut mettre dans nos langues du français, de l'anglais, de l'espagnol, etc. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse arriver à un développement comme ça. Puisque la langue qui va en dériver ne sera plus une langue nationale, une langue ethnique, mais plutôt une autre langue. Et dans laquelle nous allons avoir la langue propre à nous-mêmes et une autre langue étrangère. Donc pour moi, on ne peut pas se développer avec ce mélange-là. Malheureusement, nous arrivons au terme de notre émission. Merci Djibril, merci Antoine, merci Jean-Louis, merci Nima d'avoir participé à cette émission. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Nous vous donnons évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission Génération News sur Média TV Afrique. D'ici là, bonne suite des programmes sur nos antennes.